Ce sont les dernières dépouilles de soldats américains qui rentrent au pays. En tout, 18 hommes sont tombés et plus de 400 soldats américains ont été blessés dans la guerre contre l'Iran, du moins officiellement. Le nombre pourrait être plus important parce que le Pentagone est soupçonné de dissimuler le nombre réel des victimes américaines. Parce que cette guerre n'est pas vraiment populaire et l'administration Trump le sait. La guerre contre l'Iran, censée être courte, a repris pour la 3e fois en 5 mois. 12 jours consécutifs de bombardements et un Sénat sommé d'octroyer une rallonge budgétaire de près de 90 milliards de dollars. Sans ces fonds, nous serons confrontés à des manques critiques menaçant notre capacité à payer nos militaires, à reconstituer rapidement nos stocks d'équipements et de munitions et à mener des opérations cruciales sans interruption. La furie épique du nom de la guerre lancée en Iran semble se retourner contre Donald Trump. La colère gagne les Américains. 68% des Américains estiment que cette guerre contre l'Iran ne valait pas le coup. C'est plus des 2 tiers de la population. Jusque dans son propre camp, certains lui demandent désormais des comptes. C'est le cas de ce sénateur républicain. Personne dans l'histoire de ce pays n'a demandé autant d'argent. C'est plus d'argent qu'on ne peut même imprimer. Tout cela est une menace pour notre pays. Le risque qui nous guette le plus, c'est la dévaluation de notre monnaie, bien plus qu'une invasion de l'Iran. Alors, cette guerre sans fin ne risque-t-elle pas de se retourner contre Donald Trump ? Avec des milliers d'infrastructures iraniennes détruites ou endommagées et avec un bilan humain impossible à déterminer avec précision mais qui se compte à minima en centaines voire milliers, Trump a-t-il encore des objectifs de guerre clairs ? Le président américain est-il en train de s'enliser en Iran ? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Patricia Alémonière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre livre Géopolitique du Sahel est sorti cette année aux éditions PUF. Alors selon vous, l'image des États-Unis se dégrade nettement et Donald Trump en est le premier responsable. Le coût réel de la guerre dépasse largement les chiffres officiels. Ce sont, dites-vous, les répercussions économiques qui décideront in fine d'une éventuelle défaite lors des midterms en novembre prochain. À vos côtés, Giovanna De Maio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de politique étrangère américaine à Sciences Po Paris. Selon vous, cette guerre américaine en Iran est mal conçue et menée par des responsables qui connaissent mal la région. Elle nourrit des fractures au sein de la sphère MAGA, mais les candidats qui prennent leur distance avec Donald Trump, ils perdent aussi des électeurs. Et puis, David Rigoleros, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFAS, qui est l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Selon vous, la stratégie américaine a sous-estimé la résilience et la capacité de l'Iran et l'enjeu dépasse le dossier iranien. Cette guerre, dites-vous, fonctionne comme un crash test pour d'autres théâtres comme Taïwan, notamment en tête. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 87, comme 87 milliards de dollars de rallonge budgétaire que le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a été réclamé au Sénat cette semaine. Sur ces 87 milliards, si on regarde dans le détail, 20 milliards ne sont pas en lien avec l'Iran, mais tout le reste irait bien au Pentagone. Cette rallonge, dit-on encore à la Maison-Blanche, est urgente, nécessaire. Patricia Alémonière, 5 mois après le début de la guerre en Iran, à quoi servirait tout cet argent ? Alors, d'abord, les chiffres sont contestés. Certaines disent que ça peut aller jusqu'à 100 milliards. Cette guerre, 100 milliards. Cette guerre pourrait avoir coûté à cette heure encore beaucoup plus cher. Mais pourquoi ce besoin urgent de guerre ? D'abord parce qu'il faut remplacer le matériel. Vous savez qu'un missile THAAD qui est tiré, il n'y en a pas beaucoup déjà, ils n'en ont pas énormément, c'est 14 millions. C'est un missile intercepteur. Donc vous voulez intercepter un missile balistique, vous tirez votre missile THAAD, hop, 14 millions envolés. Donc voilà, ça coûte cher. Il y a les baraques et les baraquements qui ont été détruits. Il y a les avions qui ont été détruits. Il y en a beaucoup qui ont été détruits. Des avions ravitailleurs, des F-35 si je ne me trompe, ou F-16, je ne sais plus exactement si c'est quel FC, mais enfin vous m'excuserez. Ouais. Et puis un Galaxy. Enfin, il y a des avions qui coûtent horriblement cher qui ont été bon. Et puis il y a la paye des hommes. Et voilà, donc tout ça coûte énormément d'argent et donc nous en sommes là pour la première fois. Effectivement, on a ce ministre qui va quémander de l'argent au Sénat, mais cet argent, il n'est pas encore sûr de l'obtenir et je pense qu'on va en parler. Voilà, Giovanna De Maio, ça veut dire que quand Pete Hegseth, donc ministre de la Défense, ou plutôt de la guerre, comme il a été renommé par Donald Trump, quand il dit il faut absolument payer en effet nos hommes, nos armes, etc., ça veut dire que le Pentagone est à sec ?
au niveau des finances? Il n'y a plus d'argent? Non, et le Pentagone a encore de l'argent, mais ça se lit dans les discussions pour le budget de 2027, en fait, qui commence maintenant et pour lequel Donald Trump a demandé 1,5 milliard de dollars pour l'année fiscale 2027. Et donc tout ça est lié aussi à des mécanismes politiques pour lesquels il essaye de faire passer le budget, avec aussi une loi sur comment conduire les élections, c'est-à-dire le Save America Act, qui prévoit des éléments assez restrictifs pour les gens pour aller voter, notamment pour montrer leur pièce d'identité, qui est assez compliqué. Donc tout ça se lie avec des discussions assez concrètes, budgétaires, mais aussi politiques, qui auront un impact, si pas immédiatement sur les midterms, mais aussi sur les présidentielles de 2028. Alors je vous propose un petit comparatif quand même, c'est-à-dire que si on regarde un peu en arrière, la guerre en Irak a coûté 79 milliards de dollars par an aux États-Unis. La guerre en Afghanistan, 42 milliards. Ici, la guerre en Iran, 37 milliards et demi, mais ça c'est depuis 5 mois. Si on fait une projection, on va toucher les 90 milliards de dollars par an. David Rigoulet-Rose, pourquoi cette guerre-ci coûte-t-elle si cher? Les guerres coûtent de plus en plus cher parce que les équipements sont de plus en plus chers. Donc ça, c'est une donnée de base. Et puis, il y a la prise en charge des personnels aussi, avec les pensions, la prise en charge des blessés, etc. C'est l'inflation. Oui, il y a une inflation de facto du coût des guerres, de toute façon. À partir du moment où on est une grande puissance, il y a des matériels très performants, technologiquement coûteux, et effectivement, la prise en charge des personnels coûte aussi beaucoup d'argent, qu'ils soient blessés ou pas, même de toute façon, et a fortiori s'il y a des blessés, bien sûr. Donc ça, c'est pas surprenant. Mais comparaison n'est pas raison, parce que de toute façon, on n'est pas du tout dans les mêmes types de conflits. Dans les deux premiers, il y avait des troupes au sol, ce qui n'est pas le cas là pour l'instant. Donc on voit bien qu'il y a des effets d'optique, il faut se garder des effets d'optique trop inclinants, on va dire. Et pourtant, malgré tout ça, Donald Trump accélère, là, aujourd'hui. Il envoie encore des nouveaux avions, des nouveaux Marines sur place. Donc il y a un moment, il n'entend pas, en fait, ça, qu'il n'y a pas l'argent nécessaire? Non, ça, pour le coup, il n'entend pas, puisque lui, ce qu'il pense doit exister, selon lui, donc il veut continuer à faire la guerre, et il est dans une logique de pression actuellement. Face aux Iraniens qui ripostent, il ne peut pas imaginer de faire partie de ceux qu'il méprise le plus au monde, c'est les losers. Donc, effectivement, il est dans cette logique, et comme les Iraniens qui affichent un front uni, mais derrière... Je ne pense pas qu'ils soient aussi unis qu'ils n'y paraissent, mais en tout cas, ceux qui ont le là et qui ont la clé sur la guerre, pour l'instant, c'est les plus durs. Donc les plus durs disent, vous nous attaquez, eh bien on répond encore plus durement. Vous allez frapper un pont, eh bien nous, on va aller frapper toutes les installations de vos amis dans le Golfe. Donc là, on est dans un cercle vicieux qui s'est enclenché, en tout cas, et pour l'instant, on n'en voit pas la fin. Et ce qui semblerait, c'est que Donald Trump ait presque fait, j'ai envie de dire, son deuil des midterms. À la dernière question auquel on lui a demandé de répondre, il a évacué un peu ça en disant, de toute façon, tout le monde me suit. Non, on le voit bien, tout le monde ne le suit pas aujourd'hui, puisqu'une partie de 60% de la population américaine, globalement parlant, effectivement, ne le suit pas. On va y revenir. Les sénateurs ont demandé des explications quand même. C'est quoi le but de cette guerre du Giovanna de Maio? Et il n'y a pas eu de réponse, donc il n'y a pas de but. Les buts qui avaient été précisés au début étaient justement de détruire l'arsenal nucléaire de l'Iran, qui avait été un but abouti en fait après les attaques en juin, mais tout ça après revenu avec des buts assez pas vraiment précis sur l'arsenal balistique de l'Iran. À un moment, c'était un vrai le changement de régime. Donc Donald Trump appelait à la population iranienne pour se soulever contre le gouvernement. Ça c'est terminé, ça. Ça c'est terminé. Donc ça a évolué avec des buts de guerre qui évoluent constamment, avec de moins en moins de conférences de presse qui sont données, ni par le président, ni par Exet envers la population, avec des chiffres qui sont cachés. En théorie, pour ne pas trop donner des gages à l'ennemi, pour ne pas révéler des secrets opérationnels, mais en réalité, c'est aussi des techniques pour cacher aussi l'impact sur les victimes américaines, qui est vraiment une trahison de la base MAGA du président, qui était contre l'engagement dans des guerres sans fin. On va en parler justement de cette base MAGA tout de suite. Rappelons en effet, vous avez dit le nombre de victimes, c'est 18 morts pour l'instant, des soldats américains, dans les chiffres en tout cas officiels. Mais avec vous, Fanny, on va voir qu'après des semaines
de guerre en Iran, donc maintenant aussi des mois. La base MAGA, justement, ce Make America Great Again, ce mouvement qui accompagne Donald Trump, eh bien, est véritablement en train de se déchirer. Oui, à l'image de la chaîne Fox News, pourtant clairement alliée de Donald Trump ces dernières années, eh bien, des stars de l'antenne lâchent le président. Pour la présentatrice Laura Ingraham, le temps presse pour le président Trump, je la cite, il doit absolument mettre fin à cette escalade avant que les électeurs ne se rendent aux urnes. Tucker Carlson, ancien visage de cette même chaîne, podcasteur emblématique du mouvement MAGA, Make America Great Again, s'est même excusé d'avoir, je le cite, induit les gens en erreur en défendant Donald Trump. Même le conservateur Joe Rogan, animateur du podcast le plus écouté au monde, qui a ouvertement soutenu Donald Trump lors de la dernière présidentielle, est depuis des semaines très critique. Voici ce qu'il déclare: on a peut-être tout gâché en allant en Iran. Cette guerre n'est pas ce que souhaitaient les conservateurs. La plupart des gens n'en veulent pas. Soutien qui s'effrite aussi au Sénat. Fin juin, quelques sénateurs républicains ont même voté une résolution qui était censée empêcher Donald Trump de retourner faire la guerre en Iran. Finalement, le texte a été rejeté, mais la rupture est consommée entre le président américain et ses dissidents qui, depuis, se font appeler YOLO, You Only Live Once. On n'a qu'une seule vie. David Rigolero, cette guerre, est-ce qu'elle est en train de coûter beaucoup trop cher à Donald Trump aussi en termes de soutien? Est-ce qu'il est en train de perdre ses soutiens les plus fidèles? Oui, c'est complexe parce que quand on regarde à l'échelle nationale, il y a un rejet de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a les 2 tiers à peu près des électeurs américains. Mais quand on regarde de manière plus précise, c'est beaucoup plus compliqué. Du côté des républicains, il y a traditionnellement un soutien, même s'il y a des doutes qui ont surgi notamment. Et c'est pas tellement le but de guerre. C'est la stratégie, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de but. En fait, si, il y a un but de guerre. C'est la question du règlement question nucléaire. Ouais. C'est le vrai but de guerre. Simplement, il y a une stratégie qui a été totalement erratique avec des erreurs d'appréciation, d'évaluation. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de but de guerre. Alors qu'il y en a un. Il le répète de manière permanente. Donc, c'est pas contingent du tout. C'est même une constante chez lui. Alors, sa base MAGA, elle est en difficulté, mais pas toute la base. Quand on regarde les chiffres au plus près, vous avez en réalité encore plus des 2 tiers de la base qui soutient Donald Trump. C'est une frange particulière de la base MAGA, effectivement autour de Tucker Carlson, Steve Bannon aussi, Candace Owens. Qui est l'ancien, on se souvient, l'ancien très proche de Donald Trump, qui avait artisan de sa victoire en 2016. Voilà, alors c'est ceux qui sont résolument isolationnistes, ce que ne sont pas tous les républicains justement, ils sont complotistes. Et là on retrouve la question de l'alignement éventuel, l'accusation d'alignement sur Israël, anti-israélien, sinon antisémite, comme quelqu'un comme Nick Fuentes. Oui, tout à fait. Par exemple, c'est un antisémitisme assumé, déclaré. Et donc c'est une frange particulière de la base MAGA, et ça pose un problème d'ailleurs au J.D. Vance, parce que lui, il pense aux prochaines élections, et il veut éviter que cette base MAGA n'explose. Patrick Almonia, la question, en fait, c'est vrai qu'on parlait avec David Rigolero, on se demande quel est le poids en fait de ces justement podcasteurs, youtubeurs aujourd'hui auprès de cette base MAGA. Et on le sait qu'ils sont populaires, mais est-ce qu'ils peuvent tirer vers eux justement, devenir des anti-Trump tout simplement? Alors, eux peuvent être des anti-Trump, mais la base, je pense, n'est pas anti-Trump pour l'instant. Elle peut être anti-guerre parce que c'est là-dessus que Donald Trump a fait sa campagne électorale en disant plus jamais de guerre, mais c'était surtout plus jamais de boots on the ground. Qu'est-ce que ça veut dire? De soldats au sol. Et donc, c'était essentiellement ça, parce qu'effectivement, c'est cette base qui a perdu ses fils, qui ont eu un père blessé, etc. Donc, elle était très sensible à ses engagements à l'international. Des avions, ma foi, 18 blessés, c'est encore loin. Ce qui intéresse cette base et ce qui fera qu'elle peut se détacher et suivre effectivement certains influenceurs, à la limite, mais je crois qu'elle se détachera même sans, c'est l'économie. Parce que qu'est-ce que cette base regarde, cette base de petits blancs, de blancs industriels, du monde agricole, etc. Qu'est-ce qu'ils regardent? Eh bien, c'est le niveau de vie. C'est le prix du gallon. Et le gallon est aujourd'hui repassé à 4, alors que Donald Trump avait promis qu'il tomberait à 1,75 $. Oui. Donc, vous voyez, on est très loin de ses promesses électorales. Et donc, je pense que la fracture, si elle se fait, sera sur cette question-là, mais je vais juste donner un autre chiffre pour ne pas embarrasser tout le monde avec les autres chiffres, si vous me le permettez, c'est que les Américains, 60-65% sont contre cette guerre, mais pratiquement le même nombre, en tout cas une majorité, pense que la guerre va durer. Ouais. 68% exactement, voilà. Selon ce sondage du Washington Post, la guerre valait-elle la peine d'être menée? Les Américains disent non. Ce sondage se décline aussi sur le terrain. Je vous propose de regarder des Américains qui sont interrogés dans les stations-service du pays.
Everyone's just struggling all around. It's just really astronomical, the gas prices. I'm a hard-working American guy, and I'm getting shafted at the pump. That's how I feel. Look at us. We're the ones suffering for this war. I hope the war in Iran gets resolved and the Straits of Hormuz get opened up and gas prices go back to normal. I think that's what everyone hopes for. Voilà, cette guerre pèse sur le coût de la vie. Elle est très concrète chez les Américains. Giovanna De Maio, est-ce que ça peut coûter les élections de mi-mandat à Donald Trump? Les élections de mi-mandat sont déjà un peu dans ce contexte assez favorable aux démocrates, surtout à la Chambre, tandis que le Sénat, c'est un peu différent. Je peux revenir sur les fractures mentionnées par mes collègues. En fait, je crois que oui, la fracture au sein du mouvement qui rejette la guerre, qui appelle à la retenue est vraie, mais est-ce qu'elle est suffisante pour faire basculer un vote républicain dans un camp démocrate? Je m'en doute, vraiment, parce que dans l'écosystème de soutien à Trump, il y a le culte de la personnalité de Donald Trump qui peut faire tout et son contraire en ramenant avec lui le soutien de sa base, mais aussi la guerre au wokisme et les questions en plus de guerre culturelle. Donc je pense que l'économie est assez centrale, comme le disait Patricia, et c'est un facteur qui, si est prolongé, effectivement, ça peut impacter les midterms, et c'est déjà un peu favorable aux démocrates parce qu'ils étaient les premiers à pousser le message sur le pouvoir d'achat, l'affordability. Et donc maintenant, les républicains essayent aussi de s'en approprier, mais sans particulièrement avoir succès, surtout que le camp, en soi, continue à soutenir le président dans cette guerre, même si pas forcément, je parle de sénateurs, à l'exception de Rand Paul, que vous avez bien mis, c'est quand même un camp qui tient. Qui tient encore. Qui tient derrière le président. À mon avis, oui. Alors pour comprendre le présent, rien ne vaut un petit voyage dans le passé, comme toujours. Notre archive du jour nous emmène en 1968. Les États-Unis sont alors embourbés dans un autre conflit, le Vietnam. Et le président de l'époque, Lyndon Johnson, va prendre une décision radicale pour la suite de sa carrière politique. So tonight, in the hope that this action will lead to early talks, I am taking the first step to de-escalate the conflict. It is true that a house divided against itself by the spirit of faction, of party, of region, of religion, of race, is a house that cannot stand. Accordingly, I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. Le Vietnam hier, l'Iran aujourd'hui, est-ce que ces guerres à l'extérieur peuvent avoir des conséquences sur la politique intérieure? Toujours, même si les Américains se préoccupent d'abord de la politique intérieure. Mais en écho à cette formule, j'en ai une autre du même, qui disait, juste avant cette annonce, je me sens comme un autostoppeur pris sur une autoroute texane dans une tempête de grêle. Je ne peux rien faire, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas l'arrêter. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est en écho à la décision qu'il prend par la suite, effectivement, puisque c'est lui qui avait engagé durablement les États-Unis dans le conflit. Mais en même temps, je disais tout à l'heure, comparaison n'est pas raison, parce qu'au Vietnam, il y a eu 58 000 tués, il y a eu des centaines de milliers de GIs qui sont pas... Là, c'est pas le cas, alors en tout cas pour l'instant. Il n'y a pas de troupes au sol. Et c'est pas prévu, même si évidemment on alimente les spéculations en ce sens, mais rien ne dit que, en revanche, il y a un investissement effectivement massif en termes de frappe aérienne, et s'il y a des troupes au sol, ce ne sera pas forcément des troupes américaines. Mais Patricia Lemonnier, on se demande si finalement la première victime aussi de cette guerre par rapport aux États-Unis, c'est pas justement la voix américaine dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas tout simplement en train de s'affaiblir véritablement à cause de ce conflit ? Alors, je vais répondre à votre question, mais ce que je trouve très intéressant chez Johnson, c'est qu'il dit quand un pays ne tient plus, qu'il est fractionné, le chef de l'État doit se retirer. Ouais. Eh bien, franchement, Trump est exactement dans cette situation, avec une Amérique qui n'a jamais été aussi clivée, divisée en démocrates et républicains, mais il n'a pas du tout l'intention, s'il pouvait avoir un troisième terme, il le prendrait. Ouais. Donc, pour répondre à votre question, je crois que... l'image de Trump dans le monde entier est catastrophique. Même les pays comme l'Italie, qui est un pays avec Giorgia Meloni, populiste, etc., se sont détournés de Trump. Pourquoi elle s'est détournée de Trump? Parce qu'elle voyait que sa base, sa population, celle qui l'avait élu, la base populiste en théorie, eh bien, ne supportait pas Trump. Donc, on assiste dans le monde entier à une perte de crédibilité de la parole d'un homme et une chute de ce qu'il représente comme puissance. Est-ce à dire, pour moi, que les États-Unis subissent la même érosion
que Donald Trump. Je n'en suis pas persuadée. Vous ne niez pas les deux. Je ne nie pas les deux. Les États-Unis restent un lieu que les gens sur des tas de jeunes de la planète en Afrique rêvent d'aller. Les Iraniens rêvent de partir aux États-Unis. Les Chinois rêvent de partir aux États-Unis. Tout le monde rêve de partir aux États-Unis, à la limite, j'ai envie de dire. Mais pas dans les États-Unis de Donald Trump. Ouais, c'est ça. On a le guide suprême iranien 18 juillet dernier qui disait « La signature de Donald Trump est totalement sans valeur, dépourvue de toute crédibilité. » Giovanna De Maio, vous êtes d'accord, c'est la parole de Trump et pas des USA qui est ici mise en cause? C'est la personne qui représente les États-Unis et je pense que les dégâts faits par Donald Trump s'inscrivent dans la durée. On voit que dans le comportement des partenaires et des alliés des États-Unis, quid de la défense aérienne, de la protection américaine sur les pays du Golfe, on a vu comment elle est perméable et du coup les États du Golfe qui diversifient leurs partenariats et s'appuient même sur l'Ukraine pour ce qui est l'industrie des drones. Les Européens qui travaillent beaucoup leur autonomie stratégique à cause justement des attaques de Donald Trump envers l'OTAN ou même l'Europe. Et tout ça dans le contexte aussi où les États-Unis retirent tout l'argent qu'il avait alloué pour l'aide au développement. Oui, bien sûr. Et ça affaiblit quand même le rôle des États-Unis dans le monde et le soft power, comme on dit. David Rigoulet-Rose, on a parlé de crédibilité, on a parlé de moyens, donc d'une certaine manière de la dissuasion américaine. Est-ce que le front iranien pourrait poser problème si d'autres fronts s'ouvraient pour les États-Unis? Par exemple, je pense à Taïwan. Est-ce que la Chine pourrait profiter de cet affaiblissement, entre guillemets, américain? La Chine regarde très très attentivement ce qui se passe dans le Golfe. Parce que je dis souvent que c'est effectivement une forme de crash test pour d'autres, potentiellement d'autres conflits ailleurs. Il y a quand même le déploiement de la machine de guerre américaine qui a impressionné Pékin. Il ne faut pas le minimiser. On a tendance à dire que c'est un enlisement, je dirais plutôt ensablement de la région, si c'est le cas, et c'est pas sûr d'ailleurs, mais enfin en tout cas, mais incontestablement, même s'il y a des impasses stratégiques à un certain niveau, les Chinois voient quand même cette dimension capacitaire qui est tout sauf négligeable. Donc il faut relativiser. Le crédit, il n'est pas tellement apporté sur les opérations elles-mêmes, c'est plutôt sur la parole présidentielle américaine, qui est l'incarnation du pays. Et ce qui fait la force des États-Unis, c'est pas uniquement son outil militaire, c'est sa force économique, qui est encore très voilà. Et ce sont ces alliances. Et c'est là où évidemment le crédit américain peut pâtir de la situation, parce que c'est la dévaluation des alliances qui peut affaiblir justement le statut de la puissance américaine au niveau mondial. Voilà, regardez en tout cas pour la suite. Merci à vous trois d'être venus ce soir sur le plateau de 28 minutes pour débattre de ce sujet.